Bienvenue à toutes et à tous pour notre formation intitulée Devenir conseiller en naturopathie. Tout d'abord, merci à vous pour avoir choisi de suivre la formation que je vous propose sur jeveuxmeformer.com. La formation va démarrer dans quelques instants. Je vous invite à prendre des notes tout au long du module afin de me poser vos questions par la suite ou dans la case commentaires juste en dessous. Ce module numéro 1 va vous permettre d'appréhender avec sérénité l'ensemble des grandes connaissances nécessaires à la pratique du métier de naturopathe dans le domaine de la diététique et nutrition. Les modules de formation sont ouverts à tous, sans aucun prérequis et quel que soit votre niveau d'études. Nous pouvons commencer désormais notre premier module intitulé Diététique et nutrition, partie 3. Maintenant que tout le monde est prêt, nous allons commencer le premier module, partie 3, de la formation Devenir conseiller en naturopathie. Nous verrons ensemble dans cette partie 3 du module diététique et nutrition les généralités, les dévitalisants alimentaires à éviter, les combinaisons alimentaires, les monodiètes, l'équilibre acido-basique, les différents types d'aliments, les compléments nutritionnels. L'alimentation a toujours été capitale et le restera. De nos jours, malheureusement, nous faisons moins attention à ce que nous mangeons car nous sommes toujours pressés, stressés. Le docteur Catherine Kousmine s'est attaquée au cancer et à la sclérose en plaques avec une approche nutritionniste. Elle a dit « Nous sommes faits de ce que nous mangeons ». Je suis arrivée à la conclusion que l'attaque du corps provenait de ce qui se passait dans l'intestin. Elle s'est rendue compte que les maladies chroniques semblaient provenir de la façon dont nous nous alimentons. Elle constate que l'alimentation s'est dégradée au fil du temps de façon pernicieuse, provoquant des carences nutritionnelles. Dans sa méthode dite méthode Kousmine, l'alimentation joue un rôle central. Le docteur Jean Seignalais est l'auteur du livre « L'alimentation ou la troisième médecine ». Il fut médecin immunologue, hôpital Saint-Éloi à Montpellier, maître de conférences à la faculté de médecine de Montpellier 1 et est décédé le 13 juillet 2003. Il insista sur l'importance de la façon dont nous nous alimentons en mettant en évidence l'évolution de l'alimentation au cours des âges, la consommation des laits animaux et de leurs dérivés, fromage, yaourt, la consommation de céréales raffinées et transformées, la consommation de plus en plus cuite des aliments et l'absence de crudité. Les modifications apportées par le XXe siècle, la pollution des aliments, le raffinage des aliments entraînant des carences en minéraux et vitamines, l'extraction des huiles à chaud, et non plus par première pression à froid. Il préconise une alimentation dite ancestrale, c'est-à-dire supprimer les laits animaux, manger des céréales suivantes, riz, épeautre, sarrasin, sésame, et exclure le blé et le maïs. Manger des aliments le plus crus possible ou faire des cuissons à la vapeur douce. Prendre des huiles de première pression à froid, non cuites. Manger des aliments de qualité biologique. Supplémenter en compléments alimentaires, vitamines et minéraux avec des ferments lactiques. Il a dit notamment « La diététique, trop longtemps sous-estimée, doit prendre la place qui lui revient dans la thérapeutique des maladies auto-immunes. La fréquence et la profondeur des succès montrent que cette place est majeure. Le régime ancestral peut agir seul ou associé à d'autres méthodes allopathiques ou non conventionnelles. Il est plus important de manger un aliment de qualité que de manger en quantité.
Favoriser la qualité, c'est manger des produits qui ont le moins possible de pesticides, de produits chimiques, de dioxines, d'OGM, d'irradiation. C'est pourquoi il faut favoriser les produits biologiques si notre porte-monnaie le peut. En effet, un produit biologique est issu de l'agriculture biologique qui respecte le sol, l'animal et l'homme. Son objectif est de produire des aliments exempts de polluants dans le respect de l'environnement. Le label Écossaire est une assurance d'avoir un produit cultivé sans pesticides ni produits chimiques. Les produits transformés sont également contrôlés et les animaux ne subissent pas de traitements hormonaux. Il est évident aussi que les produits biologiques ne sont pas parfaits, mais ils sont mieux que les autres. Le fait de favoriser le biologique permet de contribuer à ralentir et à stopper, peut-être un jour, la surproduction industrielle. Concrètement, en favorisant l'alimentation biologique, nous consommerons des aliments possédant des teneurs en pesticides et en nitrates plus faibles, une valeur nutritionnelle plus forte avec plus de minéraux, vitamines et oligo-éléments, les carences alimentaires et les aliments vivants. Il a été constaté que nos repas sont de plus en plus carencés en vitamines et minéraux. En fait, cela vient du fait de l'évolution de notre façon de manger. C'est un constat que le docteur Catherine Kousmine et le docteur Jean Seignalais ont fait. Quelles sont les modifications qui ont été apportées au cours du XXe siècle ? Les aliments raffinés. Depuis le début du XXe siècle et après 1945, on emploie beaucoup trop d'aliments raffinés. Le raffinage permet à notre société d'augmenter la conservation et le rendement. Les aliments deviennent alors bon marché, cependant avec le raffinage, on ôte les fibres, les minéraux et les vitamines. Les fibres sont importantes pour le transit intestinal, l'intestin. Le manque de fibres favorise la constipation. Les minéraux et les vitamines présents dans les aliments non transformés sont nécessaires au processus chimique de digestion et de production d'énergie. Ils ont un rôle de catalyseur. Sans ces catalyseurs, les processus chimiques s'interrompent à des stades intermédiaires où les substances produites encrassent l'organisme au lieu de remplir une fonction utile. Beaucoup de gens suppriment les céréales, riz, blé, avoine, sarrasin, millet, orge, pour cause d'embonpoint en disant que cela fait grossir. Il est certain que les céréales raffinées ou blanches font grossir puisqu'il ne reste pratiquement plus que des amidons à manger. Les petits déjeuners aux céréales raffinées avec adjonction de sucre, en effet, font grossir. Toutefois, les céréales complètes ou demi-complètes possèdent tous les minéraux et vitamines, notamment du groupe B, qui vont favoriser la digestion, permettre à notre corps d'avoir les éléments nécessaires pour effectuer les différentes phases de transformation de notre bol alimentaire. Voici une preuve que les compositions sont différentes. En cas de diarrhée, tout le monde sait que nous devons prendre du riz car il constipe. En fait, c'est du riz blanc. Par contre, si vous prenez du riz complet, vous aurez l'effet inverse, car il y a plus de fibres qui vont au contraire activer le transit intestinal. Modification de la fabrication des huiles. On constate également qu'il y a une dégradation qualitative en ce qui concerne la fabrication des huiles. Extraction à chaud des huiles et utilisation de solvants. Cette technique a comme conséquence de modifier la formule chimique des huiles. On passe d'une forme 6,6 qui est bonne à une forme 6,trans nocive pour le corps. De plus, à haute température, toutes les substances vivantes périssent et par conséquent le rôle que les huiles avaient de réparer les structures cellulaires a disparu. Utilisation des engrais de synthèse. La façon de cultiver est également changée. On utilise des engrais de synthèse. Or, ces éléments absorbés avec les aliments ont dans notre organisme un effet chélateur, c'est-à-dire qu'ils capturent les substances utiles pour l'organisme, vitamines, minéraux, enzymes, et les empêchent d'agir. Utilisation d'additifs. On utilise également des additifs comme hydratants, déshydratants, colorants, stabilisants, renforceurs de goût, qui sont aussi des chélateurs. Augmentation de la consommation de viande. La consommation de viande a augmenté. L'assimilation de la viande produit des déchets,
de l'urée et de l'acide urique, dont la surproduction fatigue l'organisme. Augmentation de la consommation de sucre. La consommation de sucre a augmenté, soda, bonbons, chocolat, gâteaux, et cela acidifie le terrain, ouvrant la porte à toutes sortes de troubles chroniques. De plus, dans beaucoup de plats achetés, préparés, il y a du sucre caché. Alimentation trop cuite. L'alimentation est trop souvent cuite, avec trop peu de crudité. Le fait de trop chauffer les aliments les dénature et les dévitalise. Il ne reste plus de minéraux assimilables ni de vitamines. Au-dessus de 110 degrés Celsius, il ne reste plus rien de vivant. Consommer une alimentation le plus biologique est possible en fonction de nos moyens, sachant que les priorités sont dans cet ordre. Les huiles de première pression à froid, les céréales, les viandes, les légumes et les fruits. Attention, les huiles des supermarchés, première pression à froid, sont en fait des premières pressions à tiède, ce qui revient de l'extraction à chaud. Mangez des aliments crus ou cuits à vapeur douce, pas de cocotte minute. Il faut consommer le plus d'aliments crus possible. Cependant, pour les personnes cholitiques, ce n'est pas conseillé dans un premier temps. Il faut auparavant régénérer les intestins et s'adapter progressivement. Le naturopathe est là pour conseiller les aliments qui sont favorables pour ce type de personnes. Il faut une cuisson modérée des aliments. La cuisine au wok, par exemple, est parfaite car la cuisson est mi-cuite, mi-crue et est délicieuse. Essayez et vous verrez. Augmentez les légumes et les fruits colorés. Les fruits et légumes colorés nettoient le corps grâce aux bioflavonoïdes qui optimalisent les chaînes enzymatiques et ont un effet antioxydant. Il faut favoriser les jus de légumes ou de fruits, jus de raisin, jus de légumes. Les courgettes, les aubergines, les brocolis sont des légumes intéressants. La proportion d'oignons, qu'ils soient jaunes ou rouges, est à augmenter car les oignons ont de très grandes propriétés antioxydants, antalgiques, diurétiques, antimigraineux, anti-inflammatoires et contiennent des flavonoïdes, de la quercétine, du soufre. Diminuer la consommation de sucre raffiné. Le sucre raffiné acidifie le corps, entraîne un déséquilibre de la glycémie et une fermentation alcoolique au niveau des intestins. Les glucides sont importants pour apporter de l'énergie au corps. Toutefois, il est préférable de consommer des sucres lents, c'est-à-dire des céréales complètes ou demi-complètes ou légumineuses. Il est important de savoir que le raffinage des céréales supprime 50% du fer et du calcium, 75% du phosphore, 100% des vitamines A, E, B2 et 100% des fibres. Or, par exemple, la vitamine B est très importante pour la fonction cérébrale et la gestion du stress. Plus on prend de sucre et plus on a besoin de vitamine B. Diminuer les protéines fortes. Il existe deux types de protéines, celles qui sont issues des animaux et celles qui proviennent des végétaux. Les protéines animales, fortes, ont toutes les acides aminés nécessaires pour l'organisme, mais le taux de purine, qui se dégrade en acide urique, est élevé, ainsi que le taux de corps gras saturé, graisse. Les protéines végétales sont riches en vitamines, minéraux et fibres, mais carencées en certains acides aminés. Si on veut diminuer les protéines animales, il faut pallier à ces carences en faisant des associations entre céréales et les légumineuses. Une part de légumineuses pour 4 parts de céréales ou entre céréales et œufs ou poissons. Une part d'œufs pour 4 parts de céréales. Une part de poisson pour 4 parts de céréales. Ces 3 associations équivalentes à un rapport de protéines animales. Les poissons contiennent peu d'acides gras saturés, se digèrent plus rapidement que la viande car ils restent moins longtemps dans l'estomac et apportent des graisses polyinsaturées. L'excès de protéines empêche la fixation du calcium. Pour cette raison, la réduction de l'apport protéique est plus efficace en cas de déminéralisation que la prise de calcium. Chez un adulte, il faut manger un plat protéique par jour, viande ou poisson, ou œufs, ou légumineuses, plus céréales. En conclusion, il est préférable de manger des viandes blanches, poulet, dinde, pintade, et des petits poissons plutôt que les gros, car les gros poissons accumulent plus les métaux lourds. Favoriser les graines germées.
Les graines germées sont des aliments vivants qui contiennent beaucoup d'enzymes, vitamines, minéraux. On peut les mettre en plus dans une salade, ce qui rend la salade originale et en plus c'est très bon pour la santé. Il existe plusieurs variétés de graines germées. Blé, soja, alfalfa, moutarde, radis, ce qui permet de trouver celles qui vous plairont le plus. Favorisez les apports d'aliments fibreux. On trouve des fibres dans les légumes crus ou cuits, les fruits, les céréales. Les fibres sont importantes car elles permettent de faciliter l'évacuation des intestins, l'élimination du cholestérol, le ralentissement de l'assimilation des glucides ou sucres. Manger des huiles de première pression à froid. Il est important de consommer des huiles de première pression à froid et de varier les huiles. Seule l'huile d'olive peut supporter la chaleur. Les autres huiles sont à utiliser crues dans les salades. Il est important de prendre des huiles qui contiennent des acides gras polyinsaturés. Nous en avons besoin pour fabriquer les prostaglandines qui ont une action anti-inflammatoire, fluidifiante pour le sang. Les meilleurs acides gras polyinsaturés sont les oméga 3 que l'on retrouve dans les huiles de lin, noix, colza, germes de blé et poissons des mers froides. Il faut prendre des huiles de colza, noix, noisettes, cartame, germes de blé, tournesol, pépins de courge, pépins de raisin, sésame. Ne prenez pas des grosses quantités d'huile, mais préférez des bouteilles d'1/4 de litre. Cela a l'avantage de pouvoir varier plus vite les huiles et de les manger plus rapidement, car ce sont des huiles qui sont fragiles puisqu'elles s'oxydent facilement. Et c'est pourquoi elles sont en règle générale dans des bouteilles sombres et qu'une fois la bouteille entamée, il faut la conserver au réfrigérateur. Dans une sauce de salade, on peut faire la préparation suivante. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe d'huile de colza ou noix, ou voire selon la liste plus haut. Diminuer les aliments acidifiants, voire supprimer certains aliments acides. Le sucre, l'alcool, le café, les céréales en excès, le lait, les laitages et les fromages sont acidifiants. Nous savons actuellement que beaucoup de maladies sont dues à une acidification du terrain et que l'alimentation moderne favorise la perte de notre équilibre acido-basique. Les acides sont agressifs et corrosifs. Le Coca-Cola, par exemple, est un excellent produit pour décaper les meubles. Il sert également lors d'une gastroentérite pour décaper les intestins. Les acides sont normalement éliminés par les reins et la peau, mais lorsqu'il y en a trop dans l'organisme, ils tentent de les neutraliser avec les minéraux basiques du corps. Cette solution a ses limites, et lorsqu'elles sont dépassées, les acides sont stockés dans les tissus. Il s'ensuit une déminéralisation de l'organisme. L'acidification n'est pas due uniquement à l'alimentation, mais le stress, le manque de sommeil, la sédentarité ou les efforts trop intenses sont aussi responsables de l'acidification. C'est pourquoi il est important de supprimer certains aliments très acidifiants. Le sucre, l'alcool, le soda, les limonades, le café, le thé noir, les gâteaux, bonbons, produits raffinés ou blancs, riz blanc, pâte blanche, lait, laitage, fromage. On ne peut pas éliminer tous les aliments acides car notre corps a besoin de certains de ces aliments, mais ce qui est important, c'est lors d'un repas de favoriser les aliments alcalinisants et de limiter la consommation d'aliments acides. Exemple. Lorsqu'on prend des légumes verts, on peut rajouter quelques pommes de terre pour neutraliser les acides. D'ailleurs, regardez nos parents ou grands-parents. Ils rajoutaient souvent des pommes de terre avec les légumes verts qu'ils cuisaient. Ils ne savaient peut-être pas pourquoi ils le faisaient, mais c'était du bon sens. Livre à lire si vous le souhaitez sur le sujet. L'alimentation ou la troisième médecine, du docteur Jean Seignalais. L'homme empoisonné, cure végétale pour libérer son corps et son esprit, de Daniel Kieffer. La méthode Kousmine, du docteur Catherine Kousmine. Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus, du docteur Catherine Kousmine. Sauvez votre corps, du docteur Catherine Kousmine. Les dévitalisants alimentaires à éviter. Ce sont les aliments qui nous demandent de mobiliser plus de nutriments et ou catalyseurs pour être métabolisés que ce qu'ils nous en apportent. Ce sont les excitants, café, thé noir, coca, etc. Les aliments raffinés, sucre blanc, pain blanc, sel ordinaire, huile raffinée, etc.
Les aliments riches en toxines et ou substances toxiques, alcool, laitage en quantité, excès de viande ou d'œufs, excès de fruits ou légumes traités, aliments contenant des additifs chimiques, etc. Les aliments ou repas trop lourds, graisse cuite, excès quantitatif, etc. Aliments favorisant les gaz. Voici la liste des aliments qui favorisent les gaz. Oignons, poireaux, navets, artichauts cuits, toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, blancs, fèves, etc. Châtaignes, champignons, salsifis, topinambours, aliments à fibres dures, sont tous les choux, tous les aliments fermentés, sauf lacto-fermentés, et qui contiennent de la levure en paillettes, pâtés végétaux, shoyu, etc. Aliments très fibreux, ils sont à éviter en cas de tendance diarrhétique ou colitique. Les céréales complètes, le pain au son, les pruneaux, le melon, la pastèque, la peau de tous les fruits, le céleri branche, les haricots verts, les poireaux, la rhubarbe, le cresson, l'oseille, toutes les légumineuses, lentilles, haricots blancs, rouges, etc. La plupart des crudités, sauf en jus et liste ci-dessous. Voici la liste des crudités les plus douces pour les intestins. La mâche, les endives, la courgette râpée, le navet râpé, le chou rave râpé, l'avocat, le concombre, sauf exception. Les combinaisons alimentaires. Comment combiner les aliments au quotidien pour une bonne santé et les erreurs à ne pas commettre. De nos jours, nous mangeons de plus en plus mal avec des conséquences néfastes pour la santé. Différents régimes prétendent ramener la santé, mais qu'en est-il des combinaisons alimentaires ? Il est important d'associer correctement les aliments, c'est-à-dire d'avoir une alimentation variée, d'utiliser les bons aliments au quotidien, afin que ceux-ci soient digérés et assimilés de façon optimum. Si la phase de digestion se passe mal, mastication insuffisante, repas trop riches, faiblesse enzymatique, etc., l'assimilation sera d'autant perturbée. Si la digestion est trop rapide, la durée du passage des aliments dans l'intestin grêle, trop courte, ne laisse pas à ce dernier le temps d'assimiler la totalité des nutriments qui lui sont offerts. De cette mauvaise assimilation s'ensuivent des carences. Une mauvaise digestion se caractérise par des troubles digestifs, de la fatigue après le repas, des flatulences, des ballonnements. Ces différents problèmes sont la plupart du temps simplement dus à une mauvaise association alimentaire qui, si cela perdure, dérègle notre santé. La difficulté, en somme, est de trouver l'adéquation idéale entre les capacités biologiques de digestion et d'assimilation de notre corps. Les règles de base. Avant même de parler de combinaisons alimentaires, il est important d'appliquer les règles suivantes. Manger moins. Notre société actuelle consomme beaucoup trop de nourriture et qui plus est de mauvaise qualité. L'important est qu'à la fin du repas, vous sortiez de table sans être complètement rassasié. Si vous ouvrez le bouton de votre pantalon car vous n'avez plus de place, cela indique que vous avez trop mangé. Ne vous resservez pas à table. Mangez des aliments de qualité et vitalisants. En effet, notre alimentation actuelle est trop cuite ou déjà préparée. Si vous ne consommez que des aliments cuits, vous serez obligatoirement carencé en vitamines, minéraux, enzymes, oligo-éléments. C'est pourquoi il est important de rajouter des aliments crus qu'en naturopathie nous qualifions de vivants, alors que les aliments cuits sont considérés comme morts. Ceux qui sont sensibles sur le point des intestins devront commencer avec des jus de légumes qui peuvent être dilués avec de l'eau au début afin d'habituer son corps. Vous pouvez prendre un jus de légumes comme apéritif. Il permet d'apporter les éléments vitaux, vitamines, oligo-éléments, minéraux, enzymes, favorisant la digestion des aliments cuits. Puis passez à des crudités sous forme de salade simple ou composée. Pensez également à ajouter des graines germées, alfalfa, radis, poireaux, moutarde, qui sont un concentré d'éléments vitaux, revitalisants, source de santé et de jeunesse. Remplacez les aliments raffinés par des aliments complets ou demi-complets. En effet, les aliments raffinés ne possèdent pratiquement plus d'éléments nutritifs. C'est dans les aliments complets et demi-complets que se trouvent les vitamines, oligo-éléments, minéraux, enzymes et acides gras assimilables. Ainsi, il est important de modifier nos anciennes habitudes en intégrant au quotidien non seulement les céréales complètes, mais aussi les huiles pressées à froid,
le sel gris de Guérande, le sucre complet. Diminuer la quantité de protéines animales. Les protéines animales consommées régulièrement ont le défaut d'apporter à l'organisme de trop grandes quantités de toxines et des graisses de mauvaise qualité. Les moins nocives sont le poisson, la volaille et les œufs. On peut ajouter un jaune d'œuf bien frais cru au dernier moment sur du riz, des légumes ou manger l'œuf entier à la coque. Contrairement au jaune, le blanc d'œuf ne doit pas être consommé cru. Un mélange de céréales et de légumineuses peut remplacer un bon steak en termes d'apport protéique. 4/5 de riz demi-complet et 1/5 de lentilles corail, couleur orange, très digeste, est un mélange parfait contenant l'ensemble des protéines sans aucune carence d'acides aminés. Quel est l'intérêt des combinaisons alimentaires ? De la recherche de la meilleure digestion possible est né le régime des combinaisons alimentaires. En effet, une digestion imparfaite ou ralentie provoque des fermentations et putréfactions intestinales, source notamment de troubles digestifs et d'intoxication. Absorption par le sang des toxines nées dans l'intestin et qui peuvent être à l'origine de toutes sortes de maladies. Les bonnes combinaisons alimentaires s'appuient sur le principe que les familles alimentaires que sont les amidons, farineux, protéines, légumes et fruits se digèrent très différemment du fait. De la durée de digestion différente pour chaque catégorie d'aliments, du lieu de digestion différent, du degré d'acidité différent pour la digestion des aliments. Des enzymes différentes. Les enzymes permettent de dégrader les aliments en éléments unitaires assimilables que l'on appelle nutriments, acides aminés, acides gras, os. Une enzyme s'occupe uniquement d'un type d'aliment à l'exclusion de tout autre. À titre d'exemple, la ptyaline se trouve dans la bouche et plus particulièrement dans la salive. Elle permet de commencer la dégradation des amidons et a besoin d'un milieu alcalin. La pepsine se trouve dans l'estomac et concasse les protéines en peptides. Pour ce faire, il lui faut un milieu acide. La lipase pancréatique, associée à la bile, dégrade les graisses dans le duodénum en acides gras. Cet exemple montre que la digestion de la viande, protéines, milieu acide, et celle de céréales, amidons, farineux, milieu alcalin, au même repas sont contradictoires. En ce qui concerne les différentes vitesses de digestion, il faut savoir que les sucres des fruits sont quasi directement assimilables sans subir de digestion. De leur côté, les graisses ralentissent la digestion car elles passent en premier et les autres aliments attendent patiemment dans l'estomac que les graisses aient fini leur émulsion dans le duodénum. C'est donc à partir d'observations sur la physiologie de la digestion qu'on a pu tirer les bases des combinaisons alimentaires favorables ou non à la santé. Origine des combinaisons alimentaires. Le principe des combinaisons alimentaires a été développé aux États-Unis par l'hygiéniste Herbert M. Shelton. Voici les règles énoncées par Shelton. Les combinaisons alimentaires, édition Courrier du livre. Manger acides et amidons à des repas séparés. Manger les aliments protéiques et les hydrates de carbone, amidons farineux, à des repas séparés. Ne manger à un même repas qu'un aliment contenant une protéine concentrée. Manger les protéines et les acides à des repas séparés. Manger les corps gras et les protéines à des repas séparés. Manger les sucres et les protéines à des repas séparés. Manger amidon et sucre à des repas séparés. Manger les melons seuls. Prendre le lait seul ou n'en prendre point du tout. Délaisser les desserts. Un exemple de menu basé sur la théorie des combinaisons alimentaires de Shelton serait: petit déjeuner, un repas de fruits. Déjeuner, un repas de farineux et de légumes verts. Dîner, un repas de protéines et de légumes verts. Il s'agit en réalité plutôt de dissocier que de combiner les aliments. Les dangers du régime de Shelton lorsqu'il est pratiqué en permanence. Cette méthode a été très controversée. En effet, les aliments sont tellement dissociés qu'elle s'approche de ce que l'on appelle en naturopathie une monodiète, c'est-à-dire la consommation d'un seul aliment à un repas.
L'intérêt d'une monodiète est d'alléger le système digestif pour augmenter la qualité de digestion et économiser l'énergie vitale. La monodiète est donc pratiquée sur une durée déterminée lorsque nous avons des difficultés à digérer pour maigrir, pour mettre au repos le système enzymatique et économiser de l'énergie vitale. Il est néfaste de l'appliquer en permanence pour 2 raisons. La dissociation trop importante des aliments d'une part engendre des carences et des déchets toxiques. D'autre part, elle accélère la digestion de façon néfaste, ne laissant pas le temps à l'intestin grêle d'assimiler les nutriments présents. Au bout de 3 semaines à 1 mois, il est possible d'avoir des carences, surtout pour des personnes qui ont peu de réserves comme les personnes âgées et pour celles qui ont des besoins vitaux importants comme les enfants et les femmes enceintes. Il y a risque de retard de croissance chez l'enfant. L'absence de protéines est dangereuse car elles ont 4 grandes fonctions importantes et assurent la croissance, la nutrition de la cellule, la restauration cellulaire, la reproduction cellulaire et sexuée des cellules. Les protéines ont une action ubiquitaire, elles sont partout. Os, muscles, tendons, peau, cartilage, tube digestif, toxines, bactéries, hormones, enzymes, cellules immunitaires. Chez un enfant, il est facile d'imaginer ce que peut engendrer un tel régime. En l'absence de glucides, l'organisme se voit privé de sa source énergétique de base, le glucose, nécessaire pour la production d'ATP ou énergie. Il doit donc recourir à des systèmes de secours pour sa production d'énergie. La néoglucogénèse et la bêta-oxydation. L'absence de glucides lors d'un repas protéiné entraîne la désamination par le foie de presque tous les acides aminés, ce qui a pour effet d'augmenter la production d'urée et produire à la fin une carence protéinique. Le corps va également puiser dans les muscles les réserves de glucose, ce qui peut entraîner à la longue l'amaigrissement par fonte musculaire. L'absence de glucides lors d'un repas lipidique entraîne la bêta-oxydation des lipides, mécanisme permettant d'utiliser les lipides pour la production d'ATP, énergie. En même temps, il y a production de corps cétoniques en abondance et à long terme, on peut arriver à une cétose. On constate donc que ce régime, en s'évertuant à épargner le système digestif et à ne pas produire de toxines intestinales, mobilise d'autres systèmes qui sont des systèmes de secours produisant d'autres déchets toxiques. Les bonnes combinaisons alimentaires. Il faut s'inspirer de la nature. Dans la nature, il est difficile de trouver des aliments qui ne possèdent pas plusieurs composants en même temps. Elle les associe de façon juste. Toutefois, les aliments ont une dominante en glucides, lipides ou protéines. Pourquoi doit-on les dissocier à l'extrême ? Un excès en tout est un défaut et on préférera en général la voie du milieu. En effet, certains principes de Shelton sont très intéressants, mais cette méthode, poussée à l'extrême, atteint vite ses limites. À trop se concentrer sur la digestion, on en oublie la question de l'assimilation. Or, si la digestion est trop rapide, l'intestin grêle n'a simplement pas le temps d'assimiler les nutriments. Et l'on passe à côté de la fonction première de l'alimentation, la nutrition des cellules. Vous trouverez ci-après les combinaisons alimentaires respectant à la fois la physiologie digestive et une bonne assimilation. Ce tableau ci-contre recense les grandes familles d'aliments qu'il est important de distinguer. Vous trouverez ci-après les bonnes associations avec une bonne assimilation. Plutôt que de vous donner une liste d'aliments compatibles ou non, je préfère vous donner un tableau de synthèse qui vous permet de comprendre le principe de combinaison alimentaire entre les grandes familles d'aliments. Ce tableau résume la planche élaborée par Daniel Kieffer que l'on peut retrouver dans son livre Naturopathie, la santé pour toujours aux éditions Grancher. Le tableau dans le PDF indique en vert les combinaisons favorables et en rouge celles qui sont à éviter. En guise d'illustration, voici des exemples et des principes qui en découlent. Mangez les fruits crus loin des repas. En effet, le fruit est digéré en quelques minutes dans l'intestin, il ne fait que passer dans l'estomac. S'il est consommé en dessert, il devra y rester plusieurs heures piégé. Cela entraîne des fatigues après le repas, des fermentations acides digestives, des gaz intestinaux et divers troubles digestifs. Le meilleur moment pour consommer les fruits est une demi-heure avant le repas
ou au moins 3 heures après celui-ci, 10, 11 heures, 16, 17 heures. Évitez une protéine forte avec un farineux fort, car la digestion en milieu acide de la protéine bloquerait instantanément celle de l'amidon. Ne pas mélanger au même repas un aliment acide et un farineux, car l'acidité inhibe l'enzyme salivaire débutant la digestion des farineux. Exemple de mauvais mélange. Tomate puis riz, pâtes, sauce tomate. Les combinaisons suivantes ne sont pas favorables, par contre sont acceptables sur le plan digestif. Il est possible d'associer des protéines animales avec des amidons pour favoriser l'assimilation. Exemple poisson avec pommes de terre. L'œuf peut aussi s'associer au farineux, œuf coq, pâtes. Les légumes cuits ou crus s'associent favorablement avec tout, sauf quelques aliments spécifiques comme le miel, le melon, voir liste ci-dessus. Associer les protéines végétales avec les farineux est digeste, pas encrassant. C'est quelque chose à favoriser en hiver et le soir. Les fromages frais, yaourts, autres que de vache, de chèvre, soja, brebis, peuvent être associés avec des fruits ou légumes cuits ou crus. Il ne faut pas les mettre en fin de repas. Les lipides sans excès accompagnent les aliments. Il en faut une trace. Voici quelques combinaisons favorables au même repas qui découlent du tableau. Légumes crus ou cuits avec des moules et des pommes de terre, mais pas des frites. Potimarron gratiné au gruyère. Légumes cuits avec semoule et pois chiches, c'est le couscous végétarien, à condition de respecter les proportions suivantes. Amidon, 4/5, plus légumineuses, 1/5 de la quantité totale, pour une assimilation optimale des protéines végétales. Menu type respectant les combinaisons alimentaires. Matin. Fromage blanc avec fruits, bananes, pommes, poires, fruits de la saison. Évitez les oranges ou mandarines en hiver car trop acides. Ou banane écrasée avec pommes râpées et poudre d'amande dégraissée. Thé vert ou tisane, thym, romarin, menthe, anis, vert, etc. Midi, jus de légumes en apéritif, crudité, poisson plus haricots plus pommes de terre. Soir, crudité, 4/5 de riz complet ou demi-complet avec 1/5 de lentilles corail. Ou couscous végétarien, légumes cuits, avec 4/5 de semoule et 1/5 de pois chiches. Le régime basé sur les combinaisons alimentaires permet de tenir compte de la physiologie de l'homme qui anatomiquement est plus proche des frugivores que des carnivores. Il est important d'associer les aliments de façon pertinente afin de réaliser la fonction primordiale de l'alimentation, la nutrition de la cellule. C'est donc un compromis entre la physiologie de la digestion et celle de l'assimilation qui offrira la santé. Shelton est allé très loin au point de perdre de vue l'assimilation. En s'inspirant de ses travaux sans sombrer dans l'extrême, on peut mettre en place un cadre d'alimentation qui favorise grandement la santé. L'acidité est responsable de bien des maux. Beaucoup de problèmes de santé sont dus à un déséquilibre acido-basique. De nos jours, c'est très courant. Ce déséquilibre acido-basique provient de surcharge d'acidité dans le corps que notre organisme n'est pas capable d'éliminer. Certains naturopathes parlent d'acidose toxique. Normalement, notre corps est capable de conserver l'équilibre acido-basique en utilisant des systèmes tampons qui permettent d'éliminer le surplus d'acidité du corps. Notre corps utilise les reins et les poumons pour éliminer les acides. Les reins sont utilisés pour éliminer les acides fixes, acide urique, sulfurique, phosphorique, chlorhydrique, issus du métabolisme. Tandis que les poumons s'occupent des acides volatiles, acide citrique, oxalique, pyruvique, acétyl-acétique, carbonique, lactique, cétonique dans fruits, lait, légumes. Dans le cas où ce n'est pas suffisant, il existe une porte de sortie supplémentaire pour permettre d'éliminer les surplus d'acide, la peau. Grâce aux glandes sudoripares, à l'origine de la sueur, les acides peuvent être éliminés. Il est important de comprendre comment fonctionne notre corps afin de bien analyser nos problèmes de santé et d'apporter les règles d'hygiène de vie qui vont améliorer notre vitalité.
C'est pourquoi les points suivants sont abordés. Les mécanismes régulateurs pour maintenir l'homéostasie, les causes d'acidité, la correction à appliquer, les maladies issues de l'acidose toxique. Les mécanismes régulateurs pour maintenir l'homéostasie. L'homéostasie veut dire ce qui est maintenu semblable. C'est un processus qui permet de conserver l'équilibre constant au niveau du sang, de la température, du pH sanguin. L'organisme est normalement capable de neutraliser les attaques acides. C'est grâce à l'homéostasie, nous tolérons peu de variations du pH. C'est pourquoi il existe des systèmes d'adaptation qui permettent de maintenir les constantes biologiques. Ce sont des systèmes tampons comme les éliminations urinaires via les reins, la respiration via les poumons, l'acidose tissulaire. On parle aussi d'équilibre acido-basique. Régulation du pH du sang par le rein. L'acide carbonique se dissout en ion hydrogène et en ion bicarbonate. L'ion hydrogène est acide. Il est éliminé par les urines alors que le bicarbonate peut être réabsorbé afin de neutraliser à nouveau un ion acide. Ceci montre bien l'intelligence de notre organisme. Régulation du pH du sang par les poumons. Les acides sont rejetés par les poumons avant qu'ils se fixent dans les tissus. Le pH du sang varie en fonction des modifications du taux de CO2. Les variations de CO2 agissent sur le rapport acide et base. L'acide carbonique, H2CO3, peut se transformer dans les poumons en gaz carbonique, CO2, et de l'eau, H2O. Donc les poumons peuvent rejeter les acides. Acidose tissulaire. Le carburant de la contraction est le glucose. Ce glucose est entre autres obtenu à partir du glycogène qui en se dégradant va donner de l'acide pyruvique. Lors d'une contraction, il y a formation d'acide pyruvique. S'il y a de l'oxygène, alors l'acide se transforme en eau, énergie, chaleur, gaz carbonique. Sinon, l'acide pyruvique se dégrade en acide lactique et entraîne des crampes puis de l'acidose. Cependant, pour effectuer toutes ces transformations, il est important d'avoir des catalyseurs. Les catalyseurs sont des éléments qui sont là pour réaliser les différentes transformations chimiques. S'il en manque un, la transformation ne peut pas se réaliser et la réaction chimique va produire des déchets que le corps devra recycler. Les catalyseurs sont les minéraux, les oligoéléments, vitamines, les enzymes. L'acidité est bloquée dans les tissus cellulaires. S'il n'y a pas de drainage, pas d'exercice physique, pas d'exercice de respiration. Il est donc important pour que les métabolismes puissent se terminer correctement et ne pas s'arrêter en cours de route avec des déchets non transformés. De bien oxygéner les cellules, de faire de l'exercice physique et d'avoir une bonne respiration, de ne pas être carencé en oligoéléments, vitamines, minéraux et enzymes, autres mécanismes régulateurs pour réduire l'acidité. Si les autres mécanismes n'ont pas permis d'éliminer les acides, alors le corps va utiliser la peau comme porte de sortie, eczéma sec, boutons, etc. Sacrifier les minéraux des ongles, des dents et des cheveux, sacrifier les minéraux des os et des articulations, sacrifier le système nerveux, se déminéraliser. Remarque, dans le cas où une surcharge d'acide ne peut pas être neutralisée, ces acides vont donc être stockés dans divers endroits de notre organisme, tissus conjonctifs, articulations, muscles. De plus, un surplus d'acide entraîne de toute façon une déminéralisation puisque pour que nous vivions, il faut neutraliser les acides par n'importe quel moyen. Le corps va faire donc appel à toutes ses réserves alcalines, os, cartilage, dents, puis lorsque toutes les réserves sont épuisées, alors nous développons arthrose, ostéoporose. Les causes d'acidité. Le terrain peut s'acidifier pour les raisons suivantes. Les aliments acides et acidifiants. L'excès de protéines alimentaires, production d'acide urique et urée. Glucides à haut index glycémique, production d'acide pyruvique, lactique, d'autant plus s'il y a une carence en vitamine B1 et en oxygène.
Graisse saturée, production d'acide cétonique. La suralimentation en général, le manque d'aliments alcalins, en mangeant des aliments que l'on n'aime pas ou de force. Les carences en vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes, production d'acide pyruvique, lactique. Les radicaux libres, la fermentation intestinale due à une mauvaise association. Fatigue, surmenage physique, insomnie, endormissement tardif, production d'acide lactique, manque d'oxygène, élimination insuffisante par nos émonoctoires. Respiration, transpiration, urine. Stress, surmenage psychique, insuffisance hépatique, parole ou pensée, acide, colère, violence. Les corrections à appliquer. D'une façon générale, il faut désacidifier le terrain, alimentation alcalinisante, augmenter les crudités, mâcher lentement, diminuer les aliments acides et acidifiants, supprimer les aliments dégénérescents. Favoriser l'évacuation des acides par des drainages. Se recharger par des cures régulières en minéraux, oligo-éléments, vitamines, enzymes, antioxydants. Régénérer la flore intestinale, faire des exercices respiratoires, faire des exercices physiques, gérer son stress. En abordant essentiellement le réglage alimentaire, vous aurez déjà des résultats surprenants. La correction alimentaire. L'important dans un repas est d'avoir un équilibre entre les aliments acides, acidifiants et alcalins. La plupart du temps, nous ne mangeons que des aliments qui sont acides ou acidifiants. Il est primordial aussi de supprimer les aliments dégénérescents qui ne sont pas indispensables et source de bien des problèmes. Les différents types d'aliments. Les aliments alcalins ou basiques. Dans cette catégorie, nous retrouvons céréales complètes, graines germées, algues, pommes de terre, légumes en général, sauf quelques exceptions, voire aliments acides, châtaignes, amandes, bananes, potirons, potimarrons. Les aliments acides. Dans cette catégorie, nous retrouvons fruits, moins il est mûr, plus il est acide, jus de fruits, fruits séchés, tomates, rhubarbe, épinards, asperges, poireaux, produits fermentés, vinaigre, choucroute, yaourt, miel. Pour certaines personnes, les aliments cités ci-dessus peuvent être alcalinisants, mais cela devient de plus en plus rare de nos jours, surtout si les personnes ont une faiblesse métabolique. Les aliments acidifiants. Dans cette catégorie, nous retrouvons les protéines, surtout animales, charcuterie et viande. Le poisson est bien moins acidifiant que les autres protéines, œufs, fromages, légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots secs, fèves. Le beurre, le lait, les graines animales, les arachides ou les noix ou les noisettes. Les aliments dégénérescents. Dans cette catégorie, nous retrouvons le sucre blanc, les différentes sortes de sucre, aspartame, fructose, dextrose, mannitol, maltodextrine, céréales raffinées, farine blanche, pâte blanche, riz blanc, pain blanc, huile raffinée, graisse et huile chauffée, boissons industrielles, sucrées, sirop, cacao, café, thé noir, alcool, chocolat, pâtisserie, glace, fast-food, friture, grillades, conserves, lait UHT. Ces aliments sont des surcharges pour l'organisme. Ils l'encrassent et le déminéralisent, sans être de grande valeur nutritionnelle. Ils sont à l'origine de nombreuses maladies de notre civilisation moderne. Ce sont les hydrates de carbone, sucre sous toutes ses formes et farine blanche, qui sont responsables des caries dentaires, des rhumatismes, du diabète, de l'obésité, des calculs biliaires et rénaux, des pathologies cardiovasculaires, de la maladie du foie. Là, pour référence, recherche du médecin Brucker. Précision en ce qui concerne les céréales complètes. Les céréales complètes produisent de l'acide phytique qui est un acidifiant et chélateur, voleur pour faire court de minéraux. C'est pourquoi certaines règles sont à respecter. Il faut manger du pain au levain. En effet, le pain au levain, par sa fermentation, est légèrement acide, mais reminéralisant par sa teneur en minéraux. L'acide phytique est neutralisé par le levain et le gluten est prédigéré
grâce au processus de fermentation et de ce fait très digeste. Par contre, le pain à la levure ne neutralise pas l'acide phytique, ce qui rend ce pain acidifiant et déminéralisant, qu'il soit complet ou non. Le gluten n'est pas prédigéré, donc difficile à digérer. Les céréales complètes ont une caractéristique acide. Cependant, en fonction du mode de préparation, germination, cuisson à feu doux ou sous forme de crème de céréales, elles deviennent reminéralisantes pour l'organisme. Toutes les céréales et flocons qui sont consommés crus doivent être trempés pendant la nuit ou au minimum 2 heures avant de les manger afin de neutraliser l'acide phytique. L'avoine par contre doit obligatoirement être chauffée ou germée. Précision en ce qui concerne les légumineuses. Il faut également faire tremper les légumineuses durant au moins 2 heures ou pendant la nuit, puis jeter l'eau de trempage dans le but de neutraliser l'acide phytique. Importance de la germination. La germination est importante, ce n'est pas un procédé nouveau puisque les Esséniens utilisaient cette méthode. La germination provoque l'alcalinisation des céréales, ce qui permet de mieux les assimiler. L'amidon est transformé en sucre simple, les graisses en acides gras solubles, les protéines en acides aminés. La germination potentialise les vitamines et les enzymes car elle augmente leur teneur. L'acide phytique est neutralisé. Importance du petit lait. Le petit lait, connu depuis l'Antiquité, est alcalinisant lorsqu'il est frais, c'est-à-dire recueilli juste après la fabrication du fromage. Par contre, plus il vieillit, plus il est acidifiant. C'est pourquoi il ne faut pas acheter dans le commerce du petit lait sous forme liquide. Par contre, si vous achetez dans le commerce du petit lait sous forme de poudre ou granulé, il aura une action alcalinisante. Diluez la poudre dans de l'eau chaude ou froide et boire le petit lait immédiatement, sinon il s'acidifie très vite. Les autres règles dans l'alimentation. Évitez de boire en mangeant, car les enzymes sont diluées dans l'eau et sont moins efficaces. Évitez le mélangisme qui génère des acides. Les maladies issues de l'acidose toxique. Pour que vous ayez un aperçu de ce que l'acidose toxique est susceptible de générer, voici une liste des différentes pathologies qui peuvent provenir de l'acidose toxique. Sinusite, bronchite, otite, angine, rhume, grippe, carie dentaire, sensibilité des dents lors de la consommation d'aliments, froid, chaud ou acide, inflammation des gencives, saignement des gencives, aftes sur les lèvres et dans la bouche, fissures au coin des lèvres, herpès. Eczéma, boutons, varices, maux de tête, migraine, dépression, nervosité, frilosité, manque d'énergie, fatigue constante, perte d'énergie et fatigue après les repas, renvoi acide, brûlure d'estomac, ulcères, calculs rénaux et biliaires, hernie discale, crampes musculaires, difficulté de récupération après un effort, membres lourds, tendinite, rhumatisme, goutte arthrite, polyarthrite, sciatique, arthrose, ostéoporose, brûlure rectale. Et dire que pour régler tous ces problèmes, il suffit juste parfois de rééquilibrer l'équilibre acido-basique. Le concept de complément alimentaire est assez récent. Pourtant, ces dernières années, leurs ventes ont explosé. Aujourd'hui, on les voit partout, dans les boutiques bio, dans les pharmacies, dans certains salons et marchés, et maintenant même dans nos supermarchés, sans oublier leur vente sur Internet. Les compléments alimentaires sont définis comme une source concentrée de nutriments, vitamines et sels minéraux, ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combiné, destinés à compléter le régime alimentaire normal. Ils sont commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les pilules, gélules, comprimés, pastilles et autres formes similaires, ainsi que les ampoules de liquide, les sachets de poudre, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparation liquide ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. Ils peuvent être utilisés pour corriger des déficiences nutritionnelles ou maintenir un apport approprié de certains nutriments,
mais dans aucun cas ils ne peuvent prétendre à avoir des propriétés curatives. Restent exclues les spécialités pharmaceutiques telles que définies par la directive 2001/83/CE, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Les compléments alimentaires sont présentés notamment sous des formes galéniques, comme des gélules ou des comprimés, ce qui les rapproche insidieusement des médicaments. Contrairement aux médicaments, la commercialisation des compléments alimentaires ne nécessite pas d'autorisation individuelle de mise sur le marché. L'industriel reste responsable de la conformité des mises sur le marché avec les normes en vigueur, de la sécurité, de la non-tromperie du consommateur. À mi-chemin entre aliments et médicaments, les compléments alimentaires permettent non seulement de prévenir ou de compenser certaines carences engendrées par certaines pollutions et ou par des déséquilibres alimentaires, mais ils sont fréquemment utilisés pour redonner du tonus, stimuler ses neurones, diminuer le stress, donner un coup de pouce à un régime, préparer sa peau au soleil, etc. Certains sont dits bons pour le cerveau, d'autres bons pour le moral ou le cœur, ou encore bons pour le sommeil ou la digestion. Bref, aujourd'hui, les compléments alimentaires, de plus en plus nombreux sur le marché, on le vend en poupe. On a alors tendance à les utiliser pour tout et n'importe quoi, pas toujours à bon escient, dans la majorité des cas en automédication, sans toujours demander conseil à son pharmacien ou à son médecin traitant, et en mélangeant souvent plusieurs en même temps. En France, on s'en sert dans tous les domaines, pour améliorer ses performances physiques et ou intellectuelles, donner un coup de fouet à notre mémoire et à notre capacité de réflexion, booster sa libido, accélérer son régime, retrouver des jambes légères, une peau éclatante, des cheveux et des ongles solides, être moins fatigué, retrouver un sommeil réparateur, entretenir une bonne forme physique et mentale, mieux gérer les situations de stress et de surmenage, renforcer également ses défenses immunitaires. Il existe toutes sortes de compléments alimentaires. Un exemple avec les compléments alimentaires utiles pour renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Il faut bien sûr respecter quelques règles simples d'hygiène de vie et restaurer la muqueuse digestive en privilégiant une alimentation variée, équilibrée et la moins toxique possible, en mettant l'accent sur les fibres pour favoriser un bon transit intestinal, les aliments riches en oméga 3 et les probiotiques. Car tout mauvais choix alimentaire affecte négativement le système immunitaire qui va progressivement s'affaiblir et se retrouver plus vulnérable face aux agressions extérieures. Il ne faut pas non plus oublier de mieux prendre en compte au quotidien fatigue et stress. Dans ce cas, l'alternative réside dans des compléments alimentaires contenant des oméga 3, des probiotiques ou et des fibres. Un autre exemple avec les compléments alimentaires seniors. Ils associent souvent des minéraux et des vitamines avec certaines plantes, comme le ginseng, le ginkgo ou de la myrtille afin de stimuler la mémoire et favoriser la concentration. Mais soyez vigilants et informez-vous. Certains compléments alimentaires dits naturels ne sont pas forcément inoffensifs. Un exemple avec le gâtillier, indiqué pour rééquilibrer le cycle féminin. Il a des contre-indications et peut engendrer des effets indésirables. Ou encore le ginseng, qui ne doit pas se prendre sur une longue période et peut avoir aussi des effets secondaires indésirables. Il est donc primordial de savoir quand et comment utiliser les compléments alimentaires et surtout éviter les surdosages. Les vitamines. Les vitamines sont des substances organiques sans valeur énergétique propre, qui sont nécessaires à l'organisme et que l'homme ne peut synthétiser en quantité suffisante. Elles doivent être fournies par l'alimentation. 13 substances répondent à cette définition. Il s'agit d'un groupe de molécules chimiquement très hétérogènes. Ce sont des substances de faible poids moléculaire. Certaines d'entre elles ont des structures proches de celles d'autres composés organiques. Sucre pour la vitamine C, hormones stéroïdes pour la vitamine D, porphyrine pour la vitamine B12. Étymologiquement, amines nécessaires à la vie. Les vitamines ont en fait des structures variées et ne sont pas toutes des amines. Contrairement aux nutriments habituels utilisés pour la production d'énergie ou incorporés au cours de la synthèse des constituants de l'organisme, glucides, acides aminés ou acides gras essentiels. Les besoins quotidiens en vitamines ne sont que de quelques fractions de microgrammes à quelques milligrammes.
Ceci est dû au fait que la plupart agissent comme des coenzymes ou des cofacteurs au cours des réactions enzymatiques. À la différence des oligoéléments, ce sont des substances organiques. Les vitamines doivent être apportées en faible quantité dans l'alimentation. Quelques vitamines font exception car il existe pour elles d'autres sources pouvant remplacer les apports alimentaires. Exposition de la peau aux ultraviolets solaires pour la vitamine D, synthèse à partir du tryptophane pour la niacine, synthèse par la flore microbienne digestive pour la vitamine K. La nomenclature peut au début prêter à confusion car à côté des dénominations chimiques des molécules, des notations abrégées sous forme de lettres sont également utilisées. De même, les unités sont parfois exprimées en unités internationales. La nomenclature utilisée est indiquée dans le tableau 1 du PDF. Vous trouverez la liste des principaux compléments alimentaires dans votre PDF, qui sera une base pour votre exercice final. Nous venons de terminer entièrement notre premier module, ensemble, concernant la diététique et nutrition. Vous avez désormais la possibilité d'effectuer l'évaluation du module 1, partie 3, ainsi que de débloquer le premier module d'anatomie, le module 2, 1. On se retrouve très rapidement pour la suite. Merci et à très bientôt.